L'agenda il est assez serré. On va être ensemble durant 3 heures, on va dire. On va commencer par une petite keynote que les équipes de Google m'ont gentiment proposé de réaliser sur ce sujet de la Gen AI. C'est un peu comme la dernière fois. C'est un peu le même exercice. J'ai discuté en amont avec des consultants et des partenaires de Google pour échanger un peu sur l'impact de la Gen AI sur le data marketing. Et ensuite, on va laisser la place à ces partenaires Google pour qu'ils nous partagent leurs différents cas d'usage sur l'impact de l'intelligence artificielle et de la Gen AI sur le marketing. Et évidemment, on clôturera tout ça avec un petit moment de networking pour échanger un peu sur tout ce qui s'est dit. Et vous aurez l'occasion aussi de participer à un petit photocall. Alors, j'ai 20 minutes pour essayer de vous expliquer un peu l'impact de la Gen AI sur le data marketing. C'est beaucoup et c'est peu à la fois. Donc voilà, j'ai décidé de me consacrer à 3 questions que vous vous posez peut-être toutes et tous, à savoir quels sont les cas d'usage concrets et comment l'IA générative va concrètement impacter le marketing, quel va être l'impact de l'IA générative sur le rôle du consultant. C'est vrai qu'on voit quelques articles un peu anxiogènes sur « je vais être remplacé par l'IA générative », on va voir si c'est le cas ou pas. Et ensuite, on va essayer de vous partager, parce que j'ai envie que vous sortiez avec des insights actionnables, quelques conseils pour mieux appréhender l'IA générative. Alors, avant toute chose, peut-être un petit rappel. Ça fait quasiment 1 an que ChatGPT est entré dans nos vies. Il y en a qui disent que c'est la plus grande révolution depuis l'arrivée de l'iPhone en 2007. Il y en a qui vont encore plus loin, qui disent que c'est la plus grande révolution depuis Internet. Je ne trancherai pas le débat, mais je rappellerai peut-être une chose, c'est que l'intelligence artificielle en tant que telle, et pas la Gen AI, l'intelligence artificielle est déjà dans tous les recoins de notre vie. Là, je vous ai fait une petite capture d'écran d'un smartphone qui rassemble la plupart des applications qu'on en utilise pas mal au quotidien. Et c'est vrai que ce soit pour chercher du contenu, pour aller sur les réseaux sociaux, pour découvrir des vidéos sur YouTube, TikTok, Snapchat, pour chercher un emploi, pour écouter de la musique, faire son shopping, trouver l'amour ou pas sur Tinder, Bumble et compagnie, trouver un moyen de déplacement. En fait, les algorithmes de machine learning, ils dictent nos moindres faits et gestes. Et ils nous poussent, en fait, du contenu qui correspond à nos attentes. Et la différence avec la démocratisation de l'IA générative, c'est que finalement, on va plus simplement nous pousser du contenu existant, on va nous le créer. C'est la dimension génération. Et je pense que ça, c'est peut-être important de le rappeler, parce que comme je l'ai dit en intro, il y a beaucoup de fantasmes sur l'IA générative, beaucoup de craintes. Et comme le disait un des consultants avec lesquels j'ai échangé, peut-être que si on met des mots là-dessus et qu'on commence à considérer la Gen AI comme un outil comme les autres, de la même manière qu'on utilise Google Sheet ou qu'on utilise Adobe, en fait, on sera amené à utiliser la Gen AI et ce sera un outil comme un autre finalement. Donc voilà, ça c'est important de le désacraliser et ça l'est d'autant plus important que si on regarde le panorama des applications de Gen AI, il est aujourd'hui assez dense. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Gen AI depuis 1 an et de l'arrivée de ChatGPT, mais en réalité, OpenAI, qui est derrière ChatGPT, est là depuis 5 ans. Google travaille là-dessus depuis plusieurs années. Et la Gen AI, c'est plusieurs années de recherche. Et on voit que l'écosystème, il est déjà fourni. Ça, c'est un panorama qui a été fait par le fonds d'investissement Sequoia. Donc en haut, vous avez toutes les applications grand public et on voit que TikTok, Instagram font déjà de la Gen AI. J'avoue que je ne sais pas dans quelle mesure, mais en tout cas, ils en font. On a en bas toutes ces applications que vous avez appris à connaître, que ce soit ChatGPT, Claude d'Anthropic ou Bard de Google, qui sont ces agents conversationnels qui ont un peu mis la lumière sur la Gen AI. Mais on voit qu'aussi, même dans la dimension B2B, on peut déjà utiliser la Gen AI pour faire du marketing, de l'automation, du search, booster ses sales, faire du design, du customer support. En réalité, tous les champs de compétences du domaine de l'entreprise vont être impactés et le sont déjà par la Gen AI. Alors, si on regarde un peu plus concrètement, que va apporter la Gen AI aux marketeurs? Quand on parle de Gen AI, la dimension qui vient le plus spontanément à l'esprit, c'est la dimension création. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que la Gen AI a pris une place à part entière, notamment dans les agences créatives, où des outils comme DALL-E, Midjourney sont utilisés par la plupart des agences créatives de la place pour notamment créer ce qu'on appelle les ROF, un peu les ébauches créatives qu'on va tester et qu'on va pitcher à l'annonceur. Ça, on passait par de l'être humain par le passé, ça prenait pas mal de temps. Aujourd'hui, il suffit de pitcher une Gen AI qui va arriver à un résultat peut-être
pas complètement satisfaisant, mais qui permet assez rapidement de voir si on fait fausse route ou pas. Donc ça, c'est le premier volet. Et évidemment, à terme, et on n'y est peut-être pas forcément encore, mais ça, on va aller jusqu'au bout avec des spots qui seront peut-être un jour complètement assistés et pilotés par l'IA générative. J'ai un exemple en tête, c'est l'application CapCut, qui est une application qui appartient à TikTok, que vous utilisez peut-être. C'est un outil d'editing photo. Il y a quelques jours, ils ont lancé une application pour les business. Et cette appli, en fait, qu'est-ce qu'elle vous fait? Vous uploadez vos produits et en fait, l'IA de CapCut va vous proposer un pitch de spot publicitaire et va même vous proposer de mettre en avant des présentateurs deepfake, en fait, des présentateurs générés par l'IA pour justement créer carrément un spot publicitaire de A à Z. Et ça, c'est quand même assez puissant parce que ça abaisse le ticket d'entrée, ça démocratise finalement l'aspect publicitaire à bien des entreprises qui n'ont pas forcément l'expertise, les budgets pour créer un spot vidéo qui vont ensuite diffuser sur Facebook, YouTube et compagnie. Et là-dessus, c'est une vraie révolution. L'autre dimension, c'est la Dynamic Creative Optimization, donc la DCO qui va être augmentée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on découpe souvent une créa pour l'adapter à un environnement de médias qui est hyper fragmenté, parce que autant il y a 20-30 ans, on faisait un spot télé et un peu de print. Aujourd'hui, on fait du digital, mais en plus, le digital est hyper fragmenté. C'est 10 secondes sur telle plateforme, 15, 20 sur telle plateforme, du vertical, horizontal. Bref, c'est une tannée à créer, et c'est vrai qu'il y a des outils, notamment, il y a Pencil, qui a été racheté par Brandtech Group récemment, qui est un outil de DCO qui est boosté par ChatGPT. Et de la même manière, vous pouvez lui uploader des visuels et il va vous décliner tout ça en publicité adaptée aux différents environnements médias. L'autre point qui est, je pense, important, c'est la DCO augmentée selon l'audience. Ça, c'est une dimension qui est assez importante parce que c'est vrai qu'il y a un vrai gisement de valeur non exploité là-dessus. Les marques, elles investissent énormément pour créer des segments hyper granulaires d'intentionnistes déclinés à toutes les sauces, sauf qu'en général, en réalité, elles leur diffusent toujours les mêmes créas. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est problématique et à terme, on peut penser que la Gen AI va en automatisant les A/B testing, en analysant le comportement de ces différents clusters par rapport à la créa, par rapport même au moment où ils sont exposés à la créa, adapter ça. Et ça, pour moi, ça va être quand même un gros game changer, le fait de pouvoir finalement enfin montrer une pub vraiment adaptée en one-to-one. La deuxième dimension, c'est la dimension comprendre. Alors aujourd'hui, on est tous d'accord pour se dire qu'on a beaucoup d'outils à disposition et en fait, c'est pas ces outils qui manquent, c'est surtout le temps et les compétences pour les utiliser. La plupart des entreprises aujourd'hui, on leur a vendu des CDP, des DMP, des data clean room et compagnie et elles savent parfois même plus quoi en faire parce qu'en fait, elles se sont dit vas-y, je vais prendre ça a l'air sympa, sauf qu'en fait, j'ai pas le temps et en plus, c'est du temps de profil assez rare parce qu'il faut souvent des data scientists pour opérer ça. Donc, elles n'ont pas. Elles manquent de ressources pour les utiliser. Et c'est là que l'IA générative va intervenir. En fait, il suffira, et d'ailleurs on commence à avoir des cas d'usage, de plugger un agent conversationnel à votre base de données qui est dans le cloud. Et en fait, pour interroger cet agent conversationnel, lui poser des questions sur vos analytics, c'est quoi l'évolution de mon audience, sur vos campagnes, c'est quoi les coûts d'acquisition de ma campagne, et par exemple, social listening, c'est quoi les pain points de mes consommateurs. Ça, avant, vous passiez par une multitude d'outils avec des dashboards. Là, il suffira juste de poser une question en langage naturel et cette IA, cet agent va vous remonter les réponses. En filigrane, il y a quand même peut-être un changement notable pour le monde du marketing, c'est peut-être la fin du dashboarding. C'est vrai qu'on a énormément d'outils de monitoring et finalement, s'il suffit de poser une question à un agent qui va piocher dans une base de données, est-ce qu'on aura besoin de tous ces tableaux de bord? C'est peut-être moins vrai. Je n'ai pas la réponse là-dessus, mais c'est une interrogation je pense à avoir. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans le volet B2C, sur toute la dimension, les FAQ que personne ne lit. On voit des sites qui commencent à lancer des agents conversationnels. Il y a un exemple récent, c'est la régie d'M6 qui a lancé son assistant Cecilia. Et en fait, donc à Cecilia, c'est un assistant dopé à ChatGPT. Vous pouvez lui demander, si vous êtes acheteur média, c'est quoi l'audience de Top Chef, c'est quoi l'indice pricing d'un format spot 20 secondes, c'est quoi la TV segmentée, pourquoi je devrais faire la TV segmentée. Et donc, plutôt que d'aller dans des FAQ, vous pourrez demander à Cecilia. Et là-dessus, pareil, c'est à nouveau enlever des frictions et faciliter le changement. Le dernier point que j'identifie, qui est assez game changer, c'est le volet structuration. C'est vrai qu'aujourd'hui, notamment avec la disparition des cookies tiers, dont on parlait beaucoup au dernier événement, la plupart des entreprises, elles commencent à se structurer, à mettre en place des data lakes, à se dire il faut absolument que j'ai de la donnée first party parce que je vais avoir beaucoup plus de difficultés à avoir de la donnée par mes partenaires tiers.
Ça, c'est la théorie. La réalité, c'est que c'est très difficile à effectuer, ou du moins, c'est hyper chronophage. Parce qu'en fait, il faut créer une nomenclature de données, il faut s'assurer que la taxonomie de vos campagnes ensuite est respectée à la fois par vos collaborateurs et parfois aussi évidemment par vos prestataires. Et quand il y a l'humain, forcément, il y a un petit peu de faiblesse, il y a un petit peu de flemme, et parfois, c'est mal effectué. Et là-dessus, l'IA générative entre déjà en piste. Un autre exemple récent que j'ai vu, c'est le cas des Échos. En fait, ils ont une trentaine de marques et ils se sont dit on va essayer de créer une base de données enrichie, mutualisée avec ces trentaines de marques. Ils sont arrivés à 13 millions de profils enrichis. Et ça a été quand même assez fastidieux à effectuer parce que la CDO des Échos expliquait, par exemple, sur le champ métier qui était renseigné auprès de chacun de nos marques, on avait près de 6000 références. Aller créer un cluster, une segmentation fine avec 6000 références. Et ce qu'a fait l'IA, en fait, c'est qu'elle a mutualisé ces 6000 références en les mettant sous 15 segments qui correspondaient à des différents métiers. Par exemple, un acheteur média, c'est pareil qu'un annonceur. Et en réalité, ça, l'IA générative est capable de le comprendre. Et derrière, elle a créé ces sous-segments un peu plus homogènes. Donc on gagne en efficacité et on gagne aussi on enlève des frictions, on gagne en facilité d'utilisation. Une des technologies dont je vous parlais, c'est la Data Clean Room, qui a vocation aussi à être de plus en plus utilisée, parce que dans un monde où il n'y a plus de cookies tiers, les marques vont de plus en plus s'échanger leurs données dans ces environnements sécurisés que sont la Data Clean Room. Sauf qu'en fait, pour utiliser une Data Clean Room, il faut maîtriser SQL. Donc c'est plutôt le talent de data scientist. Il faut que dans l'idéal, ces data scientists, ils aient quand même aussi une compréhension business, ce qu'ils n'ont pas toujours. Donc c'est compliqué. Et là, de la même manière, on peut s'imaginer mettre une interface conversationnelle entre le collaborateur marketing et sa Data Clean Room et finalement enlever ces frictions. Alors là, forcément, vous vous demandez, au vu de tout ce qu'il nous raconte, est-ce que l'IA générative va remplacer les consultants ? Et c'est vrai qu'on voit pas mal d'articles anxiogènes. J'ai vu un article dans Le Figaro, une consultante d'un cabinet de conseil qui disait mon job a été supprimé parce qu'en fait, tout ce que je faisais, c'est une IA générative qui l'a fait. J'ai vu un cabinet de conseil aussi invoquer l'IA générative au moment de faire des licenciements. Alors, il y a quand même pas mal de fantasmes dans la réalité, comme le disaient la plupart des consultants avec qui je le discutais. Bon, alors peut-être que c'est de la méthode Coué parce qu'ils sont en danger, mais ils me disaient en réalité, oui, si on prend par exemple l'exemple du dashboarding, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire s'assurer que c'est les bonnes données qui vont nourrir le modèle, et derrière s'assurer aussi en sortie que les insights donnés par le modèle sont les bons, il y a quand même besoin d'humains. Et donc en réalité, peut-être que la Gen AI, et c'est un peu le mot tarte à la crème, va plutôt faire des marketeurs augmentés. Et il y a cette phrase qu'a prononcée quelqu'un de chez Google, j'ai vu ça sur LinkedIn à un event Google il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en fait, vous ne serez pas en concurrence avec l'IA générative, vous serez en concurrence avec des consultants qui maîtrisent l'IA générative. Et ça, c'est important, je pense, à comprendre, parce que le consultant dopé à l'IA générative, il est quand même assez balèze. On a une étude qui a été faite par la Harvard Business School et le MIT sur le pire des cols blancs, entre guillemets, le consultant de chez BCG. Ils ont pris 700 consultants BCG, ils leur ont donné 18 missions, analyser un segment d'audience, créer un communiqué de presse, faire une note inspirante sur un produit qui est révolutionnaire. Et donc sur ces 18 tâches, ils ont pris un consultant finalement qui n'utilisait pas l'IA générative, un consultant qui utilisait l'IA générative et un consultant qui utilisait l'IA générative, mais en plus avec un expert de prompt. Et ce qu'on voit en fait, c'est que les consultants qui utilisent l'IA générative, en réalité, ils sont 25% plus rapides, ils sont 40% meilleurs, donc le travail de meilleure qualité, et en plus, ils sont 12% plus productifs. Et ce que l'étude démontre aussi, c'est que c'est particulièrement prégnant chez les consultants qui, sur les items un peu qualité, étaient le moins performants. Donc ChatGPT était encore plus efficace avec les consultants les moins bons. Donc on voit du coup que ça va être un booster de performance. Et donc du coup, comme je suis sympa, je vais vous partager des petits conseils pour essayer justement, vous aussi, de bien utiliser ces technologies. Alors je ne vais pas trop rentrer dans la technique, parce que ça va être aussi l'objet des prochaines tables rondes. On va dire que c'est plutôt des bons réflexes à avoir. Déjà, le premier truc, je pense à avoir en tête, c'est que le prompt magique n'existe pas. Donc, n'écoutez pas les gens sur LinkedIn qui vous proposent des packages de 500 prompts à 1 000 € pour booster votre marketing. Regardez les formations un peu en prompt engineering avec circonspection, parce qu'en fait, là, en réalité, et ça,
la plupart des experts sur le sujet sont unanimes. C'est pas tant le talent du conteur qui importe, même si évidemment il faut quand même apprendre à obéir à certains codes quand on parle avec une IA générative, mais c'est surtout son expertise. Moi, perso, je m'étais dit, avec l'IA générative, je vais commencer à faire des illustres sur Minted, et en fait, je me rends compte que je galère, parce qu'en fait, je suis pas DA, je suis pas photographe, et en fait, c'est hyper important, ces compétences-là, pour qu'on ait un rendu de qualité, et c'est la même chose pour un avocat qui va utiliser un outil de GenAI que pour un marketeur qui va utiliser un outil de GenAI. Si vous êtes un marketeur et que vous demandez du coup, à votre outil de vous créer un plan média, c'est important que vous lui donniez les bons objectifs, par exemple. Est-ce que c'est plutôt capter des parts de marché? Est-ce que c'est préserver la marge? Vous-même, vous connaissez votre positionnement produit, etc. Donc, c'est important de garder en tête cette dimension. Et j'en viens au deuxième point, qui est de ne pas oublier les contraintes. Les contraintes, c'est vrai que c'est hyper important quand on parle à une IA générative. Il y a déjà la contrainte réglementaire. Je prends l'exemple d'un alcoolier, par exemple, qui va demander à un outil d'IA générative de lui faire un plan média. Il faut qu'il lui rappelle quand même qu'il y a la loi E20, qu'il ne peut pas du coup faire ce que fait un fabricant d'automobile en termes de plan média. Il y a des contraintes aussi, évidemment, de prix que vous pouvez avoir. Si votre direction vous dit on va devoir diminuer le budget acquisition de X%, il faut le partager à l'IA. Si aujourd'hui on voit qu'on a de plus en plus de marques qui intègrent des contraintes de carbone pour faire aussi bien qu'avant, mais avec un poids carbone moins important. Tout ça, c'est des choses, des paramètres à intégrer. C'est un peu comme dans les approches d'ailleurs, marketing mix modeling, c'est un peu le même fonctionnement là-dessus. Le troisième point, c'est évidemment de challenger les rendus. On revient à l'importance de la dimension humaine. On parle des fameuses hallucinations. Donc c'est important, évidemment, de vous assurer que l'IA générative vous a donné quelque chose de pertinent. D'ailleurs, c'était un des autres constats de l'étude du MIT et de Harvard Business School, c'est que sur certaines typologies de consultants les moins expérimentés, en fait, les résultats étaient même contre-productifs parce qu'en fait, ils avaient une foi aveugle dans l'IA générative et du coup, ils arrivaient à des choses qui n'étaient pas bonnes du tout. Et le dernier point dont on parlera tout à l'heure avec Pierre Aran de chez 55, c'est de trouver le bon modèle de langage parce que comme vous allez le voir à travers notre échange, toutes les IA génératives et tous les modèles de langage ne se valent pas selon les tâches et ce que vous avez envie de faire. Je pense que c'est important d'avoir tout ça à l'esprit parce que moi, une des craintes que j'ai par rapport à la démocratisation de l'IA générative, c'est qu'en fait, en utilisant tous les mêmes outils, en utilisant un peu tous les mêmes données, les mêmes réflexes bêtes et méchants, on arrive un peu à une sorte de maelstrom, de conformisme, où on fait tous un peu la même chose, un peu comme je trouve que Pinterest et Airbnb, qui sont des super services quand même, ont contribué à faire on ait tous un peu les mêmes goûts avec la même table scandinave, les mêmes lampes un peu stylées. Et c'est vrai que je pense que sur l'IA générative, c'est une dimension à laquelle il faut faire très attention parce que ce qui fait la force d'une marque, c'est quand même son brand equity, c'est son positionnement, c'est ce qu'elle apporte à ses consommateurs. Et ça, l'IA générative qui vous a écrit un poème sur votre chien, elle l'aura pas forcément en tête. Donc c'est important de lui rappeler et d'avoir du recul. Un dernier point, parce qu'on approche au terme de cette présentation, c'est qu'il y a quand même quelques obstacles sur cette route. Il y a d'abord le sujet de la data privacy. Je pense que tous les annonceurs ne seront peut-être pas enclins à mettre leurs données pour nourrir les modèles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne le feront pas avec les agents conversationnels les plus connus comme ChatGPT, Bard et compagnie, qui sont en fait des modèles ouverts, et on voit d'ailleurs la plupart des acteurs du cloud, Amazon, Google, Microsoft, commencer à packager des offres où vous utilisez leur agent conversationnel, mais dans un environnement fermé. Donc vous assurez que ces données, elles sortent pas. Donc en cela, le volet data privacy pour les annonceurs, je pense que peut-être pour des annonceurs comme banque, assurance, etc., ça peut être touchy, mais dans l'ensemble, ce ne sera pas trop un problème. Ce qui sera peut-être plus problématique, c'est le sujet des données qui vont alimenter ces modèles-là. Les sites médias sont mis à contribution. Il faut savoir qu'il y en a de plus en plus qui bloquent aujourd'hui l'accès en fait aux robots des IA génératives. Il y avait une étude qui montrait que la moitié des 1000 sites étudiés bloquaient cet accès-là. Pourquoi est-ce qu'ils le font? D'abord, il y a une problématique de droit d'auteur. Ils se disent finalement, moi j'entraîne l'IA générative, mais je touche rien là-dessus quand même, c'est quand même problématique. Et ça l'est d'autant plus qu'on voit aujourd'hui se démocratiser ce qu'on appelle la Search Generative Experience. Ça l'est d'autant plus que par exemple, on peut imaginer qu'à terme, quand un utilisateur il ira sur Google, en fait le moteur de recherche il va plus lui afficher une liste de liens vers des articles, il va juste lui afficher le résultat directement grâce au robot conversationnel, et ce résultat, ce sera une digestion de plusieurs articles qui ont été lus. Donc,
on capte de la valeur sur ce que je crée, et en plus, on détourne du trafic. Et moi, j'avoue que, par exemple, moi, Minted, qui écrit sur la publicité digitale, si à terme, j'ai une IA générative qui crunch tout ce que j'ai écrit sur mon site pour donner des réponses, par exemple, sur la TV segmentée ou le retail média, des sujets que je traite, ben, ça ne va pas me plaire parce que ça va mettre en péril mon modèle économique. Donc là-dessus, il y a quand même un point qui peut être bloquant. L'autre point bloquant, et qui le sera particulièrement pour l'Europe, c'est le sujet de la régulation. Vous savez qu'il y a des réflexions aujourd'hui sur un IA Act. Il y a la CNIL qui a publié récemment ses lignes directrices sur le sujet. Et évidemment, là-dessus, je n'ai pas de réponse. Mais la grande crainte qu'on a, c'est que cette régulation, un peu comme le RGPD, a beaucoup bloqué quand même pas mal d'entreprises européennes. Elle crée une nouvelle distorsion concurrentielle entre les entreprises européennes et les entreprises américaines. Donc c'est un autre point de vigilance. Un troisième point que je vous ai mis, qui est un peu plus peut-être philosophique, mais c'est vrai que l'IA générative, elle est quand même très gourmande, notamment sur toute la dimension entraînement. C'est hyper gourmand en carbone, et peut-être qu'on peut se dire qu'à terme, ça va créer des frictions. C'est vrai qu'on a tellement de facilité à créer du contenu aussi avec ces IA-là, qu'on peut se demander parfois est-ce qu'on a besoin de créer des dizaines et des quinzaines de contenus quand on est, nous, agence, et qu'on teste une idée. En tout cas, je pense que voilà, cette dimension, ce signal qui est de moins en moins faible, qui est de attention à mon coût carbone, il peut avoir un impact sur la démocratisation de l'IA générative, même si, comme le rétorquait un consultant, et c'est très juste, on peut se dire aussi que la démocratisation de l'IA générative, elle fait que vous n'avez plus besoin d'aller à Dubaï ou dans les îles pour un tournage publicitaire, parce qu'il suffit de faire appel à une IA bien rodée, que là-dessus, vous faites aussi de l'économie carbone. C'est un point que je voulais relever. Et le dernier, finalement, et c'est, je pense, classique à tous les sites d'adoption des nouvelles technologies, c'est de faire preuve de patience. Je regardais une infographie qui était relayée par un analyste tech qui s'appelle Paki McCormick, qui montrait, l'iPhone est sorti en 2007, il montrait la période d'apparition des principales applis qu'on utilise et que je vous ai montré au début. C'est quand même écoulé quelques années parce que Uber, c'était 2008, Instagram, c'était 2010, TikTok, c'était encore plus récent. Et c'est vrai que finalement, là, ça fait qu'1 an. Et donc, il va falloir faire preuve de patience, et d'autant plus que voilà. Et après, j'arrête avec ma petite revue de presse. Hier, j'ai lu un article sur MNBC, un analyste qui disait qu'il allait avoir une cold shower peut-être en 2024, parce que c'est vrai que les prix des chips qui alimentent du coup les modèles, que tous les coûts d'entraînement de l'IA allaient sans doute exploser. Et peut-être que ça allait devenir de plus en plus cher et que pouvait y avoir peut-être une sorte de freeze au niveau des investissements sur 2024 et qu'après cette forte période d'amélioration et des modèles, on allait peut-être avoir un certain ralentissement en 2024. Voilà pour la présentation. J'espère que ça vous a aidé à vous voir plus clair. Le but, c'était un peu de voir des grandes lignes sur ce sujet.